Le message est bien plus important. J'ai un temps pensé vous faire un générique façon pub avec des explosions partout. La guerre, c'est mal. La guerre, c'est mal. Tu veux vraiment te faire bombarder, gros connard, et qu'on tue toute ta famille. La guerre, c'est mal. Mais je me suis dit que vous ne vous contenteriez pas de ça. La guerre est au centre du film, mais à l'inverse du cinéma hollywoodien, où elle est souvent glorifiée, ici, elle subit une critique virulente. Il est inutile de préciser que rien ne justifie la guerre, si ce n'est les dollars, le pétrole, des territoires, tout ça. Mais le film met en avant les conséquences de cette guerre, en mettant en avant la douleur, la perte, le sacrifice, la mort, etc. Contextualisons le film. Sorti à la fin du XXe siècle au Japon, il a connu un succès national puis international et aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Et je ne peux pas vraiment leur donner tort. Vraiment pas. Mais ce film est réalisé au Japon par un réalisateur japonais. Le Japon a connu de nombreuses guerres internes et externes. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc je ne m'étendrai pas dessus, mais je pense que l'une d'entre elles les a plus touchés que les autres. Et c'est la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez été à l'école, il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai triché. Vous savez comme moi que le Japon a reçu 2 bombes H sur 2 villes différentes, les réduisant à l'état de poussière. De nombreux pays peuvent parler des ravages de la guerre, mais je pense que le Japon a été l'un des plus touchés. Et encore, si l'on ne compte pas les radiations qui ont encore fait des dégâts longtemps après la fin de la guerre. Et parlons-en des radiations et autres mutilations. Ça ne ressemble pas beaucoup à ça. Là, il y a un truc qui m'a marqué. C'est vraiment la première chose qui m'a marqué dans ce film. Ça. Un meurtre au premier plan. Au cinéma et au cinéma d'animation, il est très rare que l'on voit un meurtre ou une mort au premier plan. Le réalisateur se débrouille toujours pour la sortir du cadre. Par exemple, dans cette scène. Comme vous le voyez, le meurtre n'est pas au premier plan. Il apparaît même jamais à l'écran. On le devine. Et pourtant, il en reste hyper violent. Et Miyazaki est loin d'être un débutant. Il a donc volontairement laissé ce meurtre au premier plan. Et je pense, comme on en fait écho depuis le début, que c'est pour montrer toute la violence de la guerre, son réalisme. Préparez-vous, allez-y, feu! Il est difficile de donner une période exacte à ce film. Approximativement à la fin du XVIe siècle, à la période de Muromachi. Et pourtant, la manière dont les fusils sont présentés, on est obligé, tout porte à croire que ces outils, ces armes, viennent tout juste de voir le jour. La technologie, l'industrie, bref, l'évolution globale que nous voyons depuis le début du film nous pousse à croire cela. Et depuis le début, dans chacune des batailles que nous avons vues, nous n'en avons jamais vu. C'est la première fois qu'ils apparaissent. En avant, par ici! Une fois encore, je vais faire le lien avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Lorsque le singe franchit un cap dans la barbarie, c'est lorsqu'il découvre une nouvelle arme. Et ici, les fusils sont présentés comme une nouvelle arme. Donc, un nouveau cap dans la barbarie. Non mais, voilà. De suite, tu associes le fusil à la barbarie. Les armes, c'est bien. Surtout pour les enfants. Cette vidéo est sponsorisée par la NRA. Le fusil a été inventé pour réduire un autre être vivant en steak haché. Des questions? Alors, je préfère vous prévenir, cet extrait va être légèrement glauque. Cet extrait nous pousse à croire, comme le prétend Dama Eboshi un peu plus tard dans le film, que la princesse est une sauvageonne. Mais je pense aussi que Miyazaki cherche à nous montrer que la guerre est sanglante et qu'elle fait des dommages des deux côtés. Cela montre aussi la proximité entre la princesse et la louve. Elle la soigne, elle la protège. On en déduit assez facilement qu'elle l'aime, en tout cas qu'elles échangent entre elles et qu'elles sont proches. Disparaissez ou vous goûterez de mes crocs. Nous mangeons humains. Nous mangeons humains. Oui, donnez-nous humains à manger. Et voilà, quand je vous dis que dans ce film, Miyazaki fait un procès à la guerre, même des êtres prétendument alliés se font la guerre et s'opposent. Ce climat conflictuel est omniprésent. On répond à la guerre par la guerre. Et non, je ne ferai pas le parallèle avec des guerres contemporaines, même si je suis persuadé que quelque part, c'est le message de ce film. En mangeant humain, on reçoit force. Avec force, on peut chasser autre humain. Oh, tiens, encore une phrase intéressante. Comme c'est surprenant, c'est la première depuis le début du film.
Je suis surpris. Cesse donc ton ironie. C'est intéressant parce que cette petite allusion sur l'aspect prétendument omnivore de l'homme rappelle une fois encore la barbarie de l'homme qui n'hésite pas à tuer d'autres êtres vivants pour assurer sa propre survie. Lorsque les singes prononcent cette phrase, leur violence est palpable. On a peur d'eux. Et leur comportement est pourtant très proche de celui des humains. Et l'élan rouge. Oui, peut-on le manger? Non, je ne vous le permets pas. Mais revenons à nos moutons. Ça c'est drôle parce que il y a un loup dans la bergerie. Tu ne crois pas si bien dire. La princesse est obligée de contrôler ses troupes pour éviter qu'elles ne s'en prennent à ses semblables. Le climat de guerre, le climat conflictuel est omniprésent et même les alliés s'entretuent. Quitte cette forêt à l'aube ou c'est moi qui te dévorerai. Au final, que nous montre ce passage? En temps de guerre, les animaux sont comme les humains et n'hésitent pas à s'en prendre aux plus faibles pour gagner. Ça suffit comme ça. Lâche-moi. Fini l'esclavage, on est libre. Et c'est pour moi ici le tournant de l'histoire. Les humains prennent enfin conscience que leur ennemi est aussi un être vivant. C'est assez important. Tiens, ça me rappelle une histoire vraie qui a inspiré beaucoup de films et d'artistes. C'est l'histoire des camps français et allemands pendant la Première Guerre mondiale qui, le soir de Noël, me semble-t-il, ont abandonné leur camp pour se retrouver autour d'un match de foot et partager un moment de franche camaraderie en oubliant la guerre. Quoi ce bordel? Juste qu'ils peuvent rien foutre. Non, peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Donc, au front des ballons de foot, à tous les pays en guerre, ça sera plus simple. Tiens, ça c'est une idée. Je veux Kim Jong-il dans le prochain FIFA, moi. Merci pour cette transition. Vu que nous parlons de dictateurs, venons-en au Seigneur des montagnes. Des flammes dévorent l'intérieur de mon corps. Oh non! Défendez-vous, Seigneur en coton, ne devenez pas un démon! Il n'a pas hésité à envoyer tout son peuple à la mort avant de se laisser submerger par la haine et de se retourner contre ses anciens alliés. Et voilà. Fin du game, l'esprit de la forêt est mort. Je sais pas vous, mais moi à ce moment-là, j'ai eu un petit pincement au cœur. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce film en fait. On n'est pas sur un happy end classique que s'imposent beaucoup de réalisateurs afin d'être produit et que le film soit une réussite commerciale. Ici, Miyazaki fait mourir un dieu de tout un peuple, le condamnant à coup sûr à une mort rapide et douloureuse. Cette vidéo est approuvée par le collectif de soutien de Belzébuth. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur et le réalisateur arrivent à faire un film très intéressant avec un message de dénonciation très fort. Il faut éviter la guerre à tout prix. Et en parlant de prix, on en arrive au troisième message, la satire du capitalisme. Ça va, t'as pas l'impression de copier, coller tes transitions. Non, ça va, pas de problème. Mais putain, t'en as pas marre de me les péter? Ce jeu de mots vous est offert par l'association des humoristes de Saint-Jean-Pied-de-Port. La satire et l'art ont toujours fait bon ménage, que ce soit de manière picturale, comme dans ce dessin de John Holcroft, musicale, comme dans cette chanson de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Photographique, comme dans ce montage de Marinus. Littéraire, comme dans 99 francs de Frédéric Beigbeder. Et d'ailleurs, ce même film a été adapté au cinéma par Kounen. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Ça a toujours été un des rôles de l'art de dénoncer. Et tel Jean de La Fontaine, Miyazaki met en avant des problèmes de société pour mieux les dénoncer. Alors, préparez-vous là parce que la première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai réagi un peu comme ça. Écoute-moi bien, mon garçon, c'est le propre de l'homme que de vouloir posséder tout ce qu'il y a entre ciel et terre. Remets. Écoute-moi bien, mon garçon, c'est le propre de l'homme que de vouloir posséder tout ce qu'il y a entre ciel et terre. Encore. Ça va, on a compris. Bim! La définition même du capitalisme. Et cette phrase est prononcée par le mec le plus corporate que j'ai vu de toute ma vie. Mais nous y reviendrons plus tard.
Au final, Dame Eboshi achète des humains. Déjà là, il y a un problème. Elle les achète pour les faire travailler. Certes, le travail dans les forges me semble beaucoup plus attirant que travailler dans un bordel à Fukushima. Mais ça reste un dur labeur. D'autant qu'elle travaille parfois 4 jours sans s'arrêter. Donc, quand on contextualise, il faut se rappeler que le Japon fait partie de la triade et donc qu'il participe activement à ce système capitaliste. Pourtant, avec les semaines de travail interminables, les conditions de travail horribles, le droit du travail là-bas est à peu près équivalent à ce qu'il va devenir en France d'ici peu. Ainsi, il est assez logique que le film fasse la satire d'un problème de société. En parlant des problèmes de société, il évoque également, à demi-mot, l'horreur des bordels. En plus de dénoncer leur violence, il dénonce l'aspect du capitalisme qui en arrive à vendre un autre être humain, voire pire, le corps d'un autre être humain. Je passe sur le fait qu'on monétise un viol, enfin qu'on donne une valeur pécuniaire à un crime. Vous comprendrez bien que ça pose problème et que ça me donne envie de vomir. Même que des fois, moi, je vomis. Sans vous, les loups les auraient tous dévorés, et nous les veuves, on se serait trouvés de vrais maris. Je choisirais Agathe cette fois. L'empereur est cupide. Dame Eboshi veut le pouvoir. Le monde entier, en tout cas le Japon en entier, est soumis aux règles du capitalisme. Et le Japon entier est en guerre. Vous en concluez ce que vous voulez. Est-ce suffisant? Qu'est-ce que tu me donnes là? Ça suffira pas du tout, c'est pas de l'argent. Rends-moi mon riz si tu peux pas payer. Et forcément, Jiko réagit. Ça démontre bien l'intérêt que l'argent suscite chez l'être humain. Le monde est maudit, mais nous trouvons encore quelques raisons de vivre. La guerre, la famille, les plus pauvres qui sont exploités. Si vous n'aviez pas encore compris, re-regardez le film, je pense que vous avez loupé un message. Je vais me concentrer sur 4 personnages qui sont pour moi les principaux de ce film. Et je commence tout de suite par le prince. Il veut évidemment parler de lui. Messieurs, dames. Non, pas la version discount. Le vrai prince, surnommé le tueur de sangliers, à savoir Ashitaka. C'est le héros de ce film, comme vous ne l'auriez pas compris. Si je devais le comparer à un personnage connu en Occident, je le comparerais à Sœur Teresa. Il veut faire le bien partout où il passe, au point même de prendre le risque de se sacrifier lui-même. Bravo Minon. Quand j'étais petit, je voulais ressembler à Zoro, mais tout a changé maintenant. Il est puissant, et la malédiction l'aide beaucoup. Il sauve des vies, et il fait même médiateur dans une guerre qui dure depuis des lustres. Il a des valeurs. J'adore ce personnage parce qu'il me redonne foi en l'humanité. Quand toute l'humanité, toute la vie est merdique, il existe encore des gens avec des valeurs. La princesse San, pour l'appeler par son prénom. Je me suis renseigné sur la signification de Mononoke, et pour ceux que ça intéresse, cela signifie esprit vengeur. Le réalisateur et le scénariste ont tellement la classe que même le titre a une signification profonde. Badass. Princesse esprit vengeur. C'est un titre qui a la classe quand même, non? Et justement, je trouve que ce personnage est très fort parce que beaucoup d'entre nous pourront nous reconnaître en elle. Prenons un exemple. Une personne victime d'un meurtre, c'est triste, j'en conviens. On entendra souvent des proches de la famille un désir de vengeance. Cela montre bien que chacun d'entre nous a ce désir, cette volonté de vengeance qui ressort à la moindre contrariété, au moindre conflit. Que ce soit pour des choses très importantes, telles des crimes, ou simplement pour des compétitions sportives. Mais ici, l'esprit vengeur est encore plus fort. En dehors du fait que c'est le général d'une armée de loups. Si ça, c'est pas un pouvoir super fort, super badass. Elle est surtout animée par un désir de vengeance. Et de plus en plus fort, elle souhaite tuer tous les humains afin de protéger ses ennemis, les animaux, morts au combat. Et il y en a de plus en plus chaque jour. À l'image d'un homme prenant les armes pour défendre son pays. À l'image de nos grands-parents qui ont pris les armes contre les nazis, Princesse Mononoke fait de la résistance. Comment ne pas aimer un personnage qui prend les armes et risque tout pour sauver ceux qu'elle aime? Jiko, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est le mec le plus corporate que j'ai vu de toute ma vie. Tu viens de refuser une pépite d'or. Mais si c'est de l'argent que tu veux, je peux payer à sa place et te débarrasser de ce caillou. Il suit l'argent. Il voit que le prince a une pépite, il suit le prince. Il travaille pour l'empereur, très certainement pour l'argent, etc. Au final, il ressemble à beaucoup d'entre nous. Combien vont là où il y a de l'argent? Combien font un travail de merde pour gagner bien leur vie? Pour moi, Jiko est le personnage
qui représente le plus l'humain lambda. Et c'est en ça qu'il est intéressant. Autre fait intéressant, dans chaque film de Miyazaki, il y a un personnage qui a les mêmes traits physiques et moraux que Jiko. Ça montre bien l'importance que Miyazaki apporte à cette facette de l'être humain. Dameboshi, Dameboshi, Dameboshi. Cette femme éveille en moi des sentiments contraires. À la fois, elle défend les plus faibles, en sauvant des prostituées des bordels japonais, en aidant les lépreux, etc. Et à la fois, elle est animée par un désir cupide et elle veut en permanence étendre sa puissance. C'est la honte du village. Elles sont vulgaires et elles salissent le fait. Tiens, encore une phrase de génie. Je vais finir par croire que le scénariste aussi est un génie. D'ailleurs, c'est qui le scénariste ? Ok, on fait une pause et j'ai le cerveau qui surchauffe. Ces filles-là, notre patronne les recrute dans des maisons de passe aux 4 coins du pays. Dameboshi a un grand cœur, elle est très bonne. Même si depuis le début, la guerre est évoquée, je pense que c'est pour moi ici que la guerre commence. C'est ici le tournant de l'histoire et de la guerre. Dameboshi refuse toute forme d'autorité, les considérant oppressantes pour le peuple et pour elle-même. Ici, Miyazaki nous montre bien à quel point les croyances ont la vie dure. L'attaque des esprits est clairement perçue comme de la folie par le prince. Enfin, sa croyance ou sa pensée pacifique. Dameboshi est considérée par beaucoup comme l'antagoniste de ce film. Et ce n'est pas totalement le cas. Elle a sauvé des prostituées de l'esclavage sexuel, sorti des lépreux de la misère en leur offrant du travail. Elle s'occupe de son village et leur apprend à tirer pour leur permettre de se défendre si elle n'est pas là. En bref, elle agit comme une chef de village lambda. Mais telle double face dans Batman, elle a une face plus sombre. Elle exploite toujours les prostituées. Certes, leurs tâches sont moins ingrates puisqu'elle travaille à la forge, mais elle travaille toujours au profit de quelqu'un d'autre. Elle fabrique des armes pour réduire en steak haché toute la faune locale et elle est tellement cupide qu'elle souhaite contrôler le monde. Ça fait beaucoup. Dameboshi, c'est un petit peu le yin et le yang. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle agit dans son propre intérêt. Et justement, même si c'est beaucoup plus viable chez elle, c'est le cas de tous les autres personnages. San agit dans son intérêt de protéger les animaux, Jiko agit dans son intérêt de se faire plus d'argent, seul le prince agit pour les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui le détache du lot et qui lui donne toute cette plusvoyance. Dans tous les cas, j'ai adoré ce film et il est indéniable que Miyazaki est un des génies du cinéma avec un grand C. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aimer ma page sur Facebook et à me suivre sur Twitter. D'habitude, je vous fais voter pour connaître le film du prochain épisode. Exceptionnellement, je ne le ferai pas parce qu'on m'a demandé, sous la menace, de traiter un film pour le prochain épisode. Et comme c'est la personne qui m'aide à écrire les épisodes, je n'ai pas vraiment eu le choix. Donc pour le prochain épisode, nous parlerons de...